Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On sait, le bac, ça sera donc en continu pour les résultats. Est-ce que ce contrôle continu qui a été décidé par le contexte sanitaire va influer ou pas sur la valeur des diplômes qui vont être attribués, surtout au baccalauréat? La question, on va la poser à nos deux invités. On est dans Causement Réunionnais. D'abord, Daniel Amouni, président de la FCPE, bonsoir. Bonsoir. Et Antoine Fontaine, avec bonsoir. Qu'on invite lorsqu'on a besoin d'avoir un éclairage. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Là, une question qui va vous faire sourire. Vous avez le bac? Oui. Qui n'existe plus, mais oui. Je n'existe plus non plus. Je savais que ça allait faire sourire de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Et je n'avais pas vous demander quand est-ce que vous l'avez eu, mais des années après, quand vous repensez à ce bac, qu'est-ce que ça reste comme valeur? Beaucoup de pression, en fait. Mm-hmm. On se rend compte beaucoup de pression pour, quelque part, un certain nombre de choses qu'on a appris tout au long de sa scolarité jusqu'au baccalauréat et qui, à proprement parler, en termes d'utilité réelle, ne sont pas vraiment là. Mais après, de bons souvenirs quand même malgré tout par rapport à cet examen. Et je trouve que il y a peut-être d'autres choses à faire pour évaluer les compétences et les connaissances d'un élève. Daniel Amouni, on a passé le bac au même lycée, je crois. Oui, me semble, oui. 86, moi je le dis. 86 également. Oui, et effectivement, moi aujourd'hui, bien évidemment, j'en garde de bons souvenirs de ce qu'on appelle les années lycée, de manière générale, même avant, je dirais. Mais le bac, effectivement, ça avait une saveur particulière, puisque c'était à la fois l'aboutissement de quelque chose, mais aussi le début d'autre chose. Parce que bien souvent, en plus, quand on passait le bac, moi je l'ai passé, j'avais 17 ans, mais la plupart du temps, on a 18 ans. Donc il y a aussi la majorité, il y a tout ça. Et on rentre, c'est assez symbolique, puisqu'on rentrait dans le monde des adultes, l'université, etc. Et voilà. Mais en même temps, oui, la pression, parce que le bac, à l'époque, si on n'avait pas le bac, il n'y avait pas grand-chose comme solution à côté. C'était soit on redoublait, ou soit on allait travailler. Aujourd'hui, quand même, il y a d'autres possibilités de pouvoir poursuivre ses études, même sans le bac. Donc, je dis pas que la pression elle est moindre aujourd'hui, mais je dirais que c'est propre à chaque époque. C'est propre à chaque époque. Est-ce qu'il faut qu'on regarde le baccalauréat comme une transition, justement, vers des études universitaires, ou seulement comme ça, ou est-ce qu'aujourd'hui, avant, on sortait de l'école avec le bac, on pouvait être instituteur? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on sort du lycée avec le bac. Il y a une chose qu'on peut être, c'est chômeur. Oui, avec beaucoup de diplômes, au demeurant, parce que quand on regarde aujourd'hui un peu la typologie des chômeurs, il y a de plus en plus de jeunes qui sont diplômés et qui se retrouvent au chômage. Ça pose un peu la question de l'adaptation finalement aujourd'hui de l'enseignement, des formations, des diplômes à la demande réelle au niveau du marché de l'emploi. Et justement, on a un contexte totalement inédit. Ce contexte sanitaire a fait que le bac cette année, par rapport au projet de loi d'ajouter un peu de contrôle continu au bac, ben là, c'est que le contrôle continu, c'est exceptionnel. Est-ce que pour vous, ça va être le même bac que l'année dernière ou que les années d'avant? Je dirais que c'est pas forcément les derniers événements qui nous permettent de porter une appréciation sur la valeur. Je dirais qu'il y a quand même depuis plusieurs années un processus qui consiste quand même
à abaisser quelque part le niveau de connaissance. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est de nombreuses études qui montrent que finalement aujourd'hui, quand on se fixe un seuil de 80% d'enfants avec le baccalauréat, derrière, on peut se poser la question finalement de la qualité de l'enseignement qui est dispensé et de l'utilité aussi de l'enseignement qui est dispensé. C'est vrai que le contrôle continu, moi je trouve que malgré tout c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que effectivement ça permet de voir sur toute l'année finalement le travail qu'a fourni un élève, que le fait de sanctionner comme ça un parcours scolaire par un examen unique peut parfois amener certains élèves, je dirais, à ne pas forcément réussir alors que ce sont des bons élèves qui ont travaillé toute l'année. Et donc c'est vrai que le contrôle continu a quelque chose d'intéressant. Je dirais que tout dépend de ce qu'on attend de la finalité du bac. Est-ce que le bac est une fin en soi ou est-ce que c'est un passage vers autre chose et vers quoi? Donc il y a ceux qui vont faire des études, ce qu'on appelle des études longues, mais il y a ceux qui vont faire des études courtes et ceux qui voudront aller sur le marché du travail tout de suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une multitude de bacs, entre le bac général, le bac technologique, le bac professionnel, et aussi pour d'autres... Juste là-dessus, oui. un point. On fait un point historique. Le bac a été institué par... Oula, je ne sais pas. je sais plus, honnêtement. Non. C'est pas Napoléon. Voilà, il me semble. Je ne sais pas. Si ça m'est revenu. Vous êtes là, tu es collé, je signale. Ça peut arriver. Merci ma mémoire. La question, c'était à l'époque, c'était de fournir des technocrates Oui. à l'administration. C'était ça. D'accord ? Et on le voit aujourd'hui que ça a changé. De plus en plus, on a créé, depuis les années 60, on a créé des écoles de technocrates, on a créé Saint-Cyr, l'ENA, Sciences Po, les mines, on a vraiment spécialisé. Donc finalement, de plus en plus, la valeur du bac n'a cessé de reculer. De toute façon, aujourd'hui, le bac seul ne permet plus, malheureusement, d'accéder au marché du travail. Ce que tu disais, auparavant, c'était encore possible. Oui. Aujourd'hui, si on veut avoir une chance... Juste pour donner une information, je rappelle en 77, l'institut qui va remplacer l'institutrice qui va partir, j'ai 11 ans à l'époque, donc dans les années 70, le prof qui arrive, il a juste son bac. Oui. Donc, il peut être institut. Et donc, on le voit que à ce moment-là, ça nous fait 20 plus 33, ça fait 53 ans déjà. Si on remonte un petit peu en avant, c'est qu'avec le bac, on pouvait être professeur de collège ou de lycée. Ah, d'accord. Mon père, qui est instituteur, donc n'a pas eu le bac. Il avait ce qu'on appelle à l'époque le certificat d'études. Donc, il pouvait devenir enseignant en passant un concours, mais il ne pouvait pas passer le concours pour devenir professeur. Ensuite, effectivement, le bac, il fallait avoir le bac pour devenir instituteur. Donc, on a élevé un petit peu le niveau et il fallait avoir bac plus 2 ou bac plus 3 pour pouvoir être professeur des collèges et des lycées. Maintenant, si on veut être professeur tout court, on va dire des écoles ou professeur dans le second degré, il faut bac plus 5. Et voilà, si on regarde mais aujourd'hui, avant, on savait pourquoi Napoléon voulait les bacheliers. Aujourd'hui, on fait des fonctionnaires, des enseignants, c'est tout ce qu'on fait apparemment. Aujourd'hui, on a tellement diversifié le bac justement pour essayer de répondre aux besoins du marché. Donc, c'est pour ça qu'on a des bacs techno, on a des bacs professionnels et on a toujours donc la voie générale qui permet justement soi-disant d'aller à l'université pour former les futurs fonctionnaires. Mais ce n'est plus une finalité en soi. Amauny, vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, ces formations sont déjà dépassées. Il y a des formations qui sont données encore aujourd'hui en section professionnelle, en lycée professionnel, dont on n'a plus besoin de la main-d'œuvre. Oui, d'ailleurs c'est ce que nous dénonçons, c'est-à-dire que aujourd'hui on a effectivement des formations dont on sait très bien qui sont ce qu'on appelait des voies de garage, qui sont toujours des voies de garage, parce que on n'a pas aujourd'hui la capacité
de pouvoir offrir à chaque enfant la formation de son choix. Oui. Et parce qu'il faut justement remplir les filières existantes et il faut donc remplir les quotas. Comme en formation. En Oui. formation, on met des gens dans des formations dont ils n'ont vraiment pas envie ou besoin pour que le centre de formation puisse utiliser l'argent qui a été voté pour. On est dans une politique de la quantité, 80% d'élèves au bac, au détriment, alors je mets entre guillemets la qualité, parce que je ne dis pas qu'aujourd'hui les élèves ne sont pas, il n'y a pas des élèves capables, c'est pas ça, mais on a fait le choix de la massification, au détriment donc de choix peut-être plus judicieux, et parce que on est dans une politique du chiffre. Il faut 80% au bac, il faut tant d'élèves, il faut voilà. Ensuite derrière, mais il y a une logique dans tout ça. Il suffit de regarder Parcoursup. On est aujourd'hui dans l'élitisme. Oui, mais aussi quand on parle d'élitisme, ça dépend aussi de quelle valeur, parce que quand on dit que avant une promotion, c'était quelque chose. Quand on dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où, lorsque on donnait le résultat du bac, c'était du 50%. Et si on arrivait à 50%, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, on parle de 80%. Qui est une décision purement politique. Ouais. Mais, c'est là, et c'est ça, et c'est cette ça. Le fait de vouloir emmener une génération au bac à 80% en tant que tel, on peut dire que c'est une bonne chose de vouloir atteindre cet objectif. Encore faut-il qu'on mette les moyens pour permettre à chaque enfant d'y arriver. Mais au-delà de ça, c'est ce qui aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que c'est pas tant d'avoir 80% d'une classe d'âge au bac, c'est d'avoir 80% d'élèves qui réussissent leur scolarité en fonction du parcours qu'il a choisi. Et aujourd'hui, le bac n'est plus forcément la voie royale. Beaucoup veulent aller vers des bacs pro, veulent aller vers des CAP. Il y en a toujours eu parce qu'il y a des gens qui sont plus manuels que d'autres. Donc, ce qu'il faut regarder avant tout, c'est le projet de l'élève. C'est qu'est-ce qu'il veut faire et non pas lui imposer les choses. Ouais, ce qui a changé également aussi, par exemple, vous prenez quelqu'un qui va en CAP, par exemple, mécanicien. Être mécanicien aujourd'hui, ce n'est pas être mécanicien il y a 20 ou 30 ans. Quelqu'un qui aujourd'hui travaille sur les moteurs, je ne sais pas si vous avez déjà regardé aujourd'hui le moteur d'une voiture, mais ça n'a rien à voir avec avant. Il y a beaucoup d'électronique, c'est clair aujourd'hui, il y a beaucoup d'électronique. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, une approche élitiste. Et si effectivement ça remonte le baccalauréat, la création du baccalauréat à Napoléon, on comprend mieux aujourd'hui cette mentalité française quelque part de favoriser l'intelligence de l'esprit plutôt que l'intelligence de la main. Il y a quand même aussi une forme d'intelligence extraordinaire, je dirais, à savoir utiliser ses mains, à avoir des talents pour tout un tas de métiers qui sont ceux de l'artisanat. Et le constat que moi je peux faire par rapport à l'époque où j'étais lycéen, c'est qu'effectivement, il y a une volonté, je dirais, de pousser les élèves en termes d'orientation, par exemple, vers finalement des métiers plutôt intellectuels. Et la pandémie, la soi-disant pandémie que nous avons vécue, je trouve qu'elle a remis un certain nombre de choses à leur place en termes d'utilité. On s'est rendu compte finalement des emplois qui avaient vraiment une utilité, et finalement tous ces métiers où on demande de passer tout un tas de diplômes qui sont considérés finalement comme l'élite de l'élite, on se rend compte que tous ces gens-là ils font un métier qui est complètement inutile et qu'ils sont chèrement payés pour faire ce métier complètement inutile. Il est plus que temps, je pense, de valoriser justement les métiers à l'aune de leur utilité pour la population. Ça pose deux problèmes. D'abord, il faut donner une autre information au professeur pour que le professeur soit, je dirais, capable de pouvoir répondre à la demande. Ensuite, il faut aussi que notre société ait besoin des gens qu'on va former. Donc, il faut revoir je dirais, le côté concept économique. Et ça veut dire que ces deux éléments-là posent un problème, et on l'a vu au cours de cette
de ces 2 mois de pandémie, d'épidémie, on a vu comment le gouvernement a dû vraiment se contorsionner pour essayer de faire croire aux gens qu'il essaye vraiment de protéger les enfants et de leur donner un vrai enseignement pédagogique. Ben, ça a montré aussi, je dirais, par rapport à la continuité de l'enseignement, les inégalités criantes, qu'on connaissait déjà, mais je veux dire là sous un regard un peu nouveau, entre différents élèves en fonction de la catégorie sociale à laquelle appartient leurs parents, pardon. Et c'est là où on se rend compte que aujourd'hui l'enseignement n'a plus du tout cette fonction qu'elle a pu avoir à une certaine époque, qui permettait à des personnes de progresser, on va dire, en termes de catégories socio-professionnelles. Alors, il y a le contexte sanitaire, il y a ce que le gouvernement en a fait aujourd'hui, mais il y a le projet de loi sur le bac. Instaurer un peu de contrôle continu. Est-ce que l'expérience actuelle va influer justement dans la dose de contrôle continu qui sera mis dans le projet? C'est un peu la crainte que l'on a, nous, au niveau de la FCPE, parce que le projet de réforme en lui-même, il était contesté. Et il est toujours contesté. Ouais. Même si au niveau de la FCPE, nous ne sommes pas contre une dose, et même on milite pour qu'il y ait une prise en compte du contrôle continu, mais tel que c'est présenté là, nous nous y étions opposés parce que pour nous, ça ne répond pas à l'objectif et facteur d'accroissement d'inégalité. C'est ce que pensent aussi beaucoup d'enseignants et de syndicats d'enseignants. Donc, effectivement, la crainte aujourd'hui, c'est de se dire que, comme on a mis ça en place cette année et que cette exception devienne la règle, et nous l'avons bien fait remonter au ministre en disant que nous étions d'accord cette année dans le contexte exceptionnel de la situation, mais que ça ne pouvait pas être la règle, voilà. Donc oui, c'est une crainte. La règle, ça va être l'inconnu de l'équation, et ça va vous poser un problème de conscience. Ça veut dire que, est-ce que si justement, avec ce contrôle continu, les résultats atteignent 80%, est-ce que les parents vont plébisciter le contrôle continu, ou est-ce que vous craignez que c'est le gouvernement qui aille trop loin, justement en matière de contrôle continu? Moi, je pense que le raisonnement, il ne faut pas le tenir comme ça. Parce que, d'abord, un parent, à partir du moment où son enfant décroche son bac ou son diplôme, il est heureux. Ouais. Il est content et parce que c'est pour ça que j'ai dit, il ne va pas regarder la forme. Non, mais c'est les parents de cette année. Ouais. D'accord ? Vous posez la question aux parents de l'année dernière qui ont eu le bac, où il y a eu aussi des problèmes de notation, des problèmes de jury, où certains disent que le bac a été donné, etc. Lui, il va dire, mon enfant a le bac, et je suis content. Aujourd'hui, il fait des études universitaires, il fait ingénieur, il fait un métier manuel, etc. Il est content. Donc cette année, ça va être la même chose. L'année prochaine, le parent, ce qu'il va regarder, c'est effectivement si son enfant a le bac. Je dirais pas peu importe la manière, mais chaque époque est différente. L'année dernière, on s'est adapté à une grève des enseignants. Cette année, on s'adapte à une crise sanitaire. L'année prochaine, on ne sait pas ce qu'on aura. Mais le bac on ne peut pas raisonner année par année. Il doit y avoir une projection et voir quelle est la finalité, quel est l'objectif du bac. Et ceux qui ont eu le bac cette année, ce que nous disons, c'est que quand ils vont aller, pour ceux qui vont aller à l'université ou des études, quelles que soient les études qu'ils choisiront, il va falloir quand même que les établissements réfléchissent à comment compenser ou tout du moins à rattraper ce qui n'a pas pu être fait pendant la crise. Donc c'est un raisonnement à moyen, long terme. Et le bac aujourd'hui, comme ça l'est depuis un certain nombre de temps, n'est plus une fin en soi. C'est un passage à autre chose. Et donc il va falloir accompagner ce passage. Et ça, c'est valable chaque année. Et pour un parent, quand il s'agit de son enfant, je dirais pas à la limite peu importe comment il l'a eu, parce que c'est pas mon propos, mais il s'adapte aux conditions
qui ont été imposées à un moment donné dans un contexte particulier. Là-dessus, Antoine Fontaine, je disais que si on posait la question sur la valeur du diplôme, est-ce que aujourd'hui il faut encore poser la question? Est-ce que, comme vient de dire Daniel Amouni, est-ce qu'il faut parler de la valeur du diplôme? Est-ce qu'il faut parler de ce que ça apporte en matière de moyens de pouvoir continuer et d'aller vers d'autres diplômes, d'autres formations? Ou alors on va juste juger le diplôme en tant que tel et dire que le bac aujourd'hui, ça vaut ou ça vaut pas? On va juste juger le diplôme en tant que tel, et on va surtout aussi se poser des questions qu'il faut se poser autour du contrôle continu ou d'un examen terminal. Mais pour ce qui me concerne, je trouve que c'est pas forcément les questionnements les plus essentiels. On est sur des questions de forme, et ce qui nous empêche quelque part de regarder les questions liées au fond. Aujourd'hui, je crois, en tout cas pour la façon dont je le perçois, que l'école, le système d'enseignement est un système dans lequel on place de jeunes enfants très tôt dans un système de compétition entre eux, dans un système où on crée beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être, où le corps enseignant lui-même de plus en plus, je dirais, est dans une forme de mal-être, et on se rend compte que toute cette chaîne comme ça, en continu, arrive à un moment donné on arrive à un moment donné à un âge adulte où quelque part nous ne sommes pas épanouis dans nos vies, nous ne sommes pas épanouis dans notre travail, et c'est vrai que je pense que ces questions-là pour moi sont plus importantes, de se dire finalement est-ce que le rôle du système éducatif d'un enseignant, ce n'est pas de donner à un élève l'envie d'apprendre tout au long de son parcours scolaire, mais aussi tout au long de la vie, parce que la transmission des savoirs, les savoirs, c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie, et je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que nous soyons dans ce genre de questionnement. Alors, pour terminer rapidement, parce qu'on l'a déjà dépassé. Je dirais que c'est un adhérent FCPE qui s'ignore. Parce que c'est ce qu'on a toujours dit, de toute façon, au niveau de la FCPE sur la finalité des choses. Et encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est de la finalité. On forme pourquoi? Donc ça a été dit, avant on formait pour former des fonctionnaires, mais je dirais même aujourd'hui, à un moment donné, on formait des gens et pour qu'ils puissent ensuite s'intégrer à l'entreprise, et l'entreprise achever la formation. Aujourd'hui, on a des gens qui sont formés, qui arrivent surdiplômés. Et qui vont occuper des emplois. Par exemple, on va prendre une secrétaire qui à l'époque était simple secrétaire. Aujourd'hui, les secrétaires sont trilingues, mais on n'utilise qu'une seule langue pour coller des timbres. Et alors donc on n'utilise pas les capacités et ce que les personnes ont appris réellement à l'école, parce qu'ils arrivent déjà surdiplômés, et il y a une compression, une pression vers la baisse. On tire vers le bas, notamment les salaires. Un dernier mot, peut-être avant de finir, il y a une question essentielle aussi qu'il faut se poser, c'est la place du travail aujourd'hui dans nos sociétés. Un travail qui tend à disparaître. Aussi. Par les machines, par l'intelligence artificielle. Alors, messieurs, je vous remercie. J'aurai le plaisir de vous revoir et de voir comment est-ce qu'on pourra aborder ça, ne serait-ce qu'après le bac, se poser la question. Merci, Daniel Amouni, donc président du FCPE. Merci de l'invitation. À Antoine Fontaine pour tout son éclairage, à chaque fois toujours très intéressant. Merci à vous deux. On tourne une page, on se voit juste après. Salut! Alors aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'infidélité a un rapport avec la beauté? Plus exactement, est-ce qu'on trompe parce que la personne en face de nous n'est pas beau, n'est pas belle, etc. Donc, par rapport à mes lectures personnelles, à mon expérience personnelle et aux témoignages que les gens me rapportent, et par rapport aussi à l'analyse des situations, des problématiques que je lis, franchement, non. En tout cas, c'est pas la motivation première. Que tu sois pas un top modèle ou que tu appartiens pas à la catégorie des personnes qui fait beaucoup de sport, etc. ou qui est super joli ou super beau. En passant, la beauté, elle est tout à fait relative. C'est pas à cause de ça que ton compagnon ou ta compagne va te tromper. Donc arrête de croire que c'est de ta faute, arrête de croire que c'est parce que tu ressembles à rien qu'il a fait ça. L'infidélité, elle se justifie de plusieurs façons, et c'est pas ça le problème premier, je te dirais.
D'abord, tu peux voir, il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage, et peut-être que c'est toi cette personne, qui est une personne jolie, qui fait des efforts, qui fait du sport, qui mange bien, qui fait attention à sa ligne, qui s'habille bien, et pourtant tu as pu avoir un conjoint infidèle ou une conjointe infidèle. Donc voilà, c'est pas la beauté ne justifie pas que ton partenaire sera fidèle avec toi. Oui, ça aide parce que bien sûr le physique entretient un petit peu quand même la chimie sexuelle, mais il y a ce qu'il y a dans la tête aussi, mais il y a autre chose qui peuvent entretenir cette alchimie. Et puis c'est vraiment pas ta faute, même si oui, bien évidemment, quand on entre dans une relation de couple, quand on a des enfants, on perd nos habitudes de célibataire, on fait moins de sport, on a moins de temps à consacrer à notre corps, au maquillage ou au sport encore. Et forcément on prend du poids, forcément on change. Mais si vraiment c'était ça le problème, si vraiment ton partenaire voulait retrouver physiquement la personne que tu étais avant, pourquoi il ne te l'a pas demandé? Pourquoi il ne t'a pas fait comprendre ça? D'abord, l'erreur commence ici. Si ton partenaire avait un besoin de raviver la flamme physiquement entre vous, il aurait dû te dire à un moment donné qu'il y avait un problème et qu'il fallait que vous deux, vous repreniez en main. D'accord? Donc, c'est pas toi le problème. C'est pas toi. Ensuite, voilà, l'infidélité, c'est pas seulement dû à toi, c'est pas du tout dû à toi. Ça peut venir d'un manque de confiance en ton partenaire, c'est-à-dire ton partenaire qui a un manque de confiance en lui et qui va aller séduire pour surmonter ce manque de confiance-là. L'infidélité se justifie aussi par un manque d'épanouissement personnel dans sa propre vie, c'est-à-dire que peut-être que ton mari ou ta femme n'est pas heureuse dans sa vie en général et non pas seulement dans ton couple, c'est-à-dire dans son travail, il ne s'épanouit pas, etc. Il n'a pas trouvé la motivation, le sens réel de sa vie ou ce qui le fait vraiment kiffer la vie, il ne l'a pas trouvé, donc au fond de lui il est malheureux. Et pour surmonter cette détresse-là, il va aller chercher l'adrénaline dans une relation adultère, etc. Ensuite, bon, les causes de l'infidélité, ça peut être aussi parce que ton partenaire recherche de nouvelles sensations. On a cette excuse-là des hommes surtout, mais on peut l'avoir aussi des femmes. Bref, tout ça pour te dire que les causes de l'infidélité sont très variées et qu'il faudrait vraiment regarder en profondeur ce qui s'est passé dans votre relation pour pouvoir comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais encore une fois, arrête de croire que c'est ton physique le problème. Après, le truc c'est que tu peux perdre de l'estime de toi après une infidélité, tu es dévasté, tu es détruit, tu crois que c'est ton corps le problème et voilà, tu vas vouloir peut-être prendre soin de toi, etc. Oui, tu as raison de vouloir prendre soin de toi. D'abord pour toi, parce que ça va t'aider à te reconstruire. Le sport, ça va être un moyen de tirer tes nerfs, ça va être aussi un moyen de reprendre confiance en toi, parce que c'est pas une question de redevenir un canon de beauté ou etc. Mais c'est vrai que quand tu vas refaire du sport, tu vas retrouver confiance en toi, le regard que tu auras de toi va changer et le regard que les autres auront de toi va changer et donc ça va quelque part t'aider dans ta reconstruction, dans ton épanouissement. Mais voilà, c'est pas parce que, entre guillemets, tu n'es pas un top modèle qu'il t'a trompé ou qu'elle t'a trompé. En tout cas, si c'est la raison pour laquelle il t'a trompé, la relation était superficielle et cette relation peut-être elle n'en vaut pas la peine. Donc voilà, arrête de te dévaloriser physiquement. Tu n'es pas la personne la plus moche au monde. Tu es une belle personne. Oui, tu pourrais faire du sport, ça te ferait du bien. Oui, tu pourrais revoir ton alimentation, ça te ferait du bien. Et si tu veux qu'on se reconstruise par rapport à tout ça, on peut ensemble refaire du sport, on peut ensemble procéder à une remise en forme. Qu'est-ce que t'en dis ? Je te fais de gros bisous remplis d'amour et tu es belle, tu es beau et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.